Maître Philippe Koskas, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. On a beaucoup besoin de vous ce matin pour essayer de mieux comprendre un peu le développement important, presque dramatique, qui s'est produit hier avec l'annonce par la police israélienne des recommandations des enquêteurs de la police chargés des affaires liées à Binyamin Netanyahou, le dossier 1000, le dossier 2000. La police qui recommande ni plus ni moins d'inculper, qui recommande aux conseillers juridiques du gouvernement d'inculper Binyamin Netanyahou de corruption, de fraude et d'abus de confiance. Alors, la première question que je vous pose, c'est par rapport à, on va dire, l'impact médiatique que cette information a causé. On a vu hier soir tous les journaux télévisés totalement focalisés autour de cette recommandation. Est-ce que véritablement c'est une décision dramatique, importante, ou alors finalement elle a été gonflée par beaucoup de médias qui sont peut-être en manque d'actualité? Oui, moi je crois qu'il faut faire une séparation absolument claire entre les impacts médiatiques, comme vous les avez définis, d'une part, et le dossier au niveau juridique. L'impact médiatique a été clair. De toute façon, c'est un dossier, on parle d'une enquête contre un Premier ministre, donc un dossier très médiatisé. Ça fait déjà plusieurs mois que les médias, j'allais dire, sont sur ce dossier. Mais moi, je suis pas venu parler sur les médias, je suis essayé de parler au niveau juridique stricto sensu. En fait, ce qui s'est passé hier... C'est justement ma question. Est-ce que c'est véritablement important, ou alors c'est presque anecdotique, ces recommandations? Quel est leur impact pour la suite du déroulement de la justice? L'impact est relativement mineur. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que le système israélien est différent du système français. La police, en fait, joue un petit peu le rôle de juge d'instruction que le juge d'instruction a en France. Donc, en fait, elle instruit le dossier. Et puis, à la fin de l'instruction, mais elle n'a pas la compétence qu'a le procureur. C'est-à-dire que c'est le procureur qui va décider d'inculper ou pas d'inculper. Et à la fin, donc, cette instruction, il est de coutume en Israël d'y apporter une recommandation. Mais cette recommandation n'a pas de valeur juridique, dans le sens où le procureur et le conseiller juridique du gouvernement, donc Avichai Mandelblit, n'est pas lié à ses propres recommandations. Donc j'allais dire que la recommandation de la police, la dernière ligne, qui recommande d'inculper deux, n'a pas de valeur juridique. Elle n'existe d'ailleurs, elle n'est pas organisée dans la loi. La loi n'organise pas cette recommandation de la police. Il y a eu une loi d'ailleurs qui est passée le mois dernier qui demande à la police d'arrêter ce type de recommandation. En fait, c'est pas tellement ça qui pose problème au niveau juridique. C'est plus l'intérieur du dossier qui pourrait voir... Avant de rentrer dans l'intérieur du dossier, une question. On dit que les enquêteurs n'ont pas travaillé seuls, ils ont travaillé avec des juristes du parquet israélien. Oui. Et dans quelle mesure ces juristes ont un mot à dire dans les recommandations qui ont été publiées? Est-ce que le fait qu'ils aient travaillé ensemble, cela veut dire qu'ils cautionnent ce type de recommandations ou pas obligatoirement? Ah non, absolument pas. C'est-à-dire que dans des dossiers comme ça, qui sont des dossiers très importants, en effet, comme vous l'avez soulevé, il est de coutume que des juristes du parquet, donc du procureur, accompagnent l'enquête, mais si vous voulez, ils donnent leur avis sur est-ce qu'il faut enquêter un peu plus cette personne, un peu moins l'autre, ou orienter l'enquête. Si vous voulez, ils pilotent un peu comme de manière de satellite. Ils pilotent de haut ces enquêtes. Ils ne rentrent pas dans les détails de l'enquête, quoi. Ils rentrent dans les détails de l'enquête, mais ils ne se prononcent pas sur la recommandation. C'est-à-dire qu'il est arrivé d'ailleurs plus d'une fois, je crois que d'ailleurs Binyamin Netanyahou l'a évoqué hier soir, on parle il y a un très gros pourcentage de dossiers où la police recommande l'inculpation, et quand ça arrive au parquet, le parquet, quelques mois suivants, décide de ne pas porter suite à ce dossier, donc ça peut tout à fait arriver. Alors justement, comme juriste et expert, vous avez écouté, vous avez certainement suivi donc les conclusions de la police, les commentateurs, ce qu'on en dit, les commentateurs.
Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous avez appris que vous ne saviez pas et qui peut avoir un impact important pour la suite, pour la décision du conseiller juridique du gouvernement concernant les deux affaires? Et en particulier, on va parler de l'affaire Mill, cette affaire des cadeaux et de la relation entre Netanyahou et Arnon Milchan, son ami milliardaire d'Hollywood. Alors, en effet, moi je ne parle pas de la recommandation parce que je fais fi, en fait, c'est très médiatique. Donc la recommandation de la police d'inculper, pour moi, n'a pas de grande valeur juridique, comme je l'ai dit, mais il y a des faits quand même qui devraient nous inquiéter s'ils s'avèrent évidemment justes, ça bien entendu. Oui. C'est-à-dire la question, en fait, de savoir le fait que Benyamin Netanyahou ait accepté pendant 10 ans des cadeaux de milliardaires et même inviter ses propres cadeaux. C'est parce c'est pas qu'il il est reçu des cadeaux, mais il les a commandés à des montants total qui seront des montants qui ne sont pas négligeables. Donc là, la première donnée, c'était l'étendue du montant. On parle d'un million de shekels. 1 million de shekels ou 750 000 dans le dossier des cadeaux. Voilà, exactement. Donc on parle de grosses sommes d'une part, et d'autre part. Parce que là, on hésiterait, en fait, le fait de recevoir des cadeaux au-dessus d'un certain montant n'est pas encore constituable de corruption. Pour corruption, il faut que quelqu'un donne et que la même personne qui donne reçoive. Et c'est le fameux dossier donc de la loi Milchan que Benyamin Netanyahou aurait voulu faire avancer. Cette loi qui donnerait l'exemption d'ailleurs que nos amis Olim Hadashim reçoivent 10 ans d'exemption d'impôts après leur alia. Elle existe également pour les Toshavim Chosrim, pour les Israéliens qui reviennent en Israël. Et c'est le cas de Milchan. Apparemment, Arnon Milchan aurait demandé que cette exemption s'étende de 10 ans à 20 ans. Et Benyamin Netanyahou, c'est beaucoup d'argent pour lui, puisque on parle d'un milliardaire qui est producteur à Hollywood, et donc Benyamin Netanyahou aurait soutenu sa demande. Et donc là, la suite... Là, il y aurait une relation donc de cause à effet, ou en tout cas une relation corruptive, comment dire. Voilà. Donc, ceci dit, rien n'est avéré. Il y a évidemment une présomption d'innocence, bien entendu. Donc, moi, je crois que, si vous voulez, au niveau juridique, on passe un des stades de l'instruction de ce dossier, mais on n'en est pas encore à l'inculpation de Benyamin Netanyahou. Alors, il y a dans les révélations faites hier soir un élément peut-être un peu troublant, c'est le rôle joué par Yair Lapid, le leader de Yesh Atid, qui serait témoin donc de l'accusation dans le dossier de dossier 1000. C'est un peu surprenant, assez peu courant de voir un responsable politique aller témoigner contre le Premier ministre, un peu, on va dire, même s'il est de l'opposition. Et même si c'est son concurrent direct. Et même si c'est son concurrent, et à plus forte raison, si c'est un homme qui prétend vouloir succéder à Benyamin Netanyahou. Mais je crois quand même que les dossiers instruits par la police, et comme vous l'avez dit, accompagnés par le parquet, sont un peu plus sérieux que de se baser que sur le témoignage d'un concurrent direct de Benyamin Netanyahou. En effet. Mais qu'est-ce que ça vous inspire, ce développement? C'est tout de même assez surprenant. C'est comme si... Oui, c'est surprenant, c'est comme si Hillary Clinton allait devant un tribunal, ou en tout cas devant la justice pour incriminer Donald Trump. Ce sont des choses qui ne se font pas véritablement dans le monde politique. Je ne sais pas, parce qu'on parle d'ici, premièrement, il faut qu'on mette les choses dans leur contexte. D'abord, premièrement, le premier témoin à charge de Benyamin Netanyahou, c'était son propre conseiller, Ari Haro, qui a dévoilé une grosse partie des dossiers. D'autant plus on peut pas parler vraiment de la relation entre Hillary Clinton et Donald Trump, parce que on parle d'une période où Yair Lapid était dans la même coalition que Benyamin Netanyahou. C'est-à-dire que Yair Lapid était le ministre d'économie, alors que Netanyahou était donc le Premier ministre. Et apparemment, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre, aurait demandé à Yair Lapid de faire avancer cette loi. Maintenant, évidemment, moi je crois que c'était un peu anecdotique. Je suis convaincu que la police ne se serait pas basée que sur le témoignage de Yair Lapid. Lorsqu'on parle d'avancer une loi, c'est un processus qui est extrêmement complexe. Apparemment, il y aurait des dizaines d'autres témoins
qui sont des hauts fonctionnaires, qui viendraient corroborer cette version ou affirmer cette version. Oui. Mais donc, si vous voulez, on a monté en exergue le témoignage de Yair Lapid. Je ne crois pas qu'il soit si fondamental que ça. Il a témoigné. D'ailleurs, il a été demandé. Je crois que la police a demandé son témoignage. Mais j'espère, pour la police en tout cas, qu'elle ne se base pas que sur le témoignage de Yair Lapid. Alors, une dernière question, maître Philippe Koskas. Que va-t-il se passer maintenant? On parle de délais assez impressionnants, de plusieurs mois, de l'automne prochain, oui. avant que le conseiller juridique du gouvernement ne statue et ne prenne une décision s'il inculpe ou non Binyamin Netanyahou. Pourquoi tant de temps? Mais parce que premièrement, souvent, lorsque le dossier arrive auprès du procureur, donc il a été transféré hier, il y a souvent des compléments d'enquête à faire, parce que la personne qui va vraiment décider, j'allais dire d'appuyer sur le bouton ou non, de déposer une inculpation ou non, est vraiment responsable, parce que la police, si vous voulez, qu'est-ce qui fait que je traite ces recommandations de la police, j'allais dire un petit peu à la légère, c'est que la police n'est pas responsable de ses propres recommandations. Par contre, le conseil du gouvernement, oui, il va devoir donc vérifier tout le dossier, voire accessoirement demander des compléments d'enquête, et ça arrive très souvent que le dossier n'est pas complètement, l'enquête n'est pas complètement achevée. Et puis après, ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et puis après, il faut voir que on parle d'un Premier ministre, donc on ne dépose pas une inculpation contre le Premier ministre comme ça. Il faut l'entendre, il faut entendre ses réactions. Là-dessus, il va falloir que ses avocats réagissent. Donc il y aura une procédure qu'on appelle le chimois, c'est-à-dire une audition. Cette audition, c'est le seul privilège d'ailleurs qu'a un Premier ministre sur un citoyen normal. Donc il aura cette audition, il y aura une réponse à cette audition. Quand on parle d'automne, moi je crois que vous êtes un peu optimiste. C'est un minimum. Je crois entre 8 mois et 1 an, oui, tout à fait. Donc le temps judiciaire est long, on le sait. Et puis ceci dit, c'est peut-être pas si mauvais. Il faut rentrer un peu de sérénité dans toutes ces histoires. Eh bien, maître Philippe Koskas, merci beaucoup. Nous aurons donc, durant ces longs mois de printemps et d'été, l'occasion de nous reparler et de voir comment cette enquête progresse et vers où on se dirige. Est-ce que le conseiller juridique du gouvernement inculpera le Premier ministre Binyamin Netanyahou ou non? Merci d'avoir été avec nous ce matin et on vous souhaite de passer une agréable journée. Shalom, shalom. Bonne journée, shalom. Voilà, il est 8h27 sur Studio Kalita. Une toute petite pause, un jingle et Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour notre histoire.